Bonsoir à toutes et à tous, ici Xav et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ferrovicast et je suis accompagné ce soir de Reto. Bonsoir Reto. Bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle émission Ferrovic. Et nous avons aussi Romain qui est présent ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Et nous sommes partis pour ce nouvel épisode du Ferrovicast dans son nouveau format. On n'a plus d'actu étant donné qu'ils ont été passés sur le Ferrovicast Express, donc nous vous attaquons tout de suite le sujet du soir. Chaque épisode aura un sujet central et ce soir on a décidé de s'intéresser principalement au réseau de banlieue. Et nous commençons tout de suite avec la première chronique qui est la chronique de Reto, qui est un petit peu l'histoire des trains de banlieue en région parisienne. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question. Quand pensez-vous que remonte la première ligne de banlieue parisienne et par où et quelle était son origine? Alors si je me trompe pas, il me semble que Saint-Lazare, Saint-Germain-en-Laye en 1837. C'est ce que Ah bah voilà. Exactement. Et ben il a tout trouvé. En passant par le PEC, J'avais pas la date. le 26 août 1837 et donc le 1er octobre 1972, bah ça se transforme en RER A. Évidemment. Pas exactement en fait. Ça- Le RER A, en fait, il ne reprend qu'une partie de la ligne, si je me trompe Oui. pas, à partir de Nanterre. Oui, Jusqu'à oui, Nanterre, c'est l'actuelle ligne L. exactement. Donc évidemment, il faut rappeler que tout ça, c'est de la traction vapeur, jusqu'en 1970, avec l'arrivée du diesel également et de l'électrique. Attends, une petite question, il n'y avait pas aussi la mise en tension en troisième rail du côté de Saint-Lazare, qui a commencé assez tôt? Alors, je crois que oui, ça avait commencé en Dans les années 1960 même. C'est Non, aussi c'est plus tôt. récent que ça? Il me semblait que Ah non, c'était c'est les plus années tôt. 30. Il me semblait que Oh non, c'était c'est les années années 30. 1924, si je dis pas de conneries, ou 23, là, à la fin de la guerre, quoi, en gros, à peu près, les années qui suivent. Peut-être. Et le En voilà un premier, qui a mal fait... En voilà un qui a mal fait ses recherches. le 1er septembre 1999, c'est la fin de la première classe sur les trains de banlieue. Donc ça, c'est assez important parce que c'était seulement 1% des voyageurs en Île-de-France qui étaient en fait en première classe. Bah, Donc c'était pas très rentable. C'est ça aussi. Bah, en fait, c'est surtout le problème que ça posait, c'est que les transports étaient de plus en plus utilisés. Et puis, bah, la première classe, c'était de la place perdue, alors que bah, on pouvait transporter encore plus de personnes, sachant que la première classe, bon, bah, c'est pas non plus ce qui est indispensable sur du trajet de banlieue, quoi. Puis surtout que c'est pas des trajets qui sont super longs, donc Ah, c'est ça. ça sert pas à grand chose. Donc aussi, alors ça aussi, il y a eu des connotations qui ont été faites sur les trains de banlieue plutôt négatives, dues aux différents problèmes dont on parlera tout à l'heure. Et donc, en premier temps, on va parler en 2001 de comment les nominations des lignes. Donc, il y avait la ligne F à Paris-Saint-Lazare qui est remplacée en 2004 par la ligne J et U en partie. Je dis bien en partie, hein, dans toutes les gares que... U, mais Oui. la U, elle est rattachée à la L. Elle est pas rattachée à la J. Oui, non, mais je pars de la ligne F au moment où elle était à l'époque. Et ben la U, la F s'est divisée avec la J et la U, une partie en tout cas. C'était comme ça Et que. pas du tout la L, donc c'est étonnant. Non, mais je suis juste étonné, c'est pour ça. Ensuite, on a la G à Montparnasse, qui elle devient N et U, évidemment. On a la H. T'as cité deux fois la ligne U, mais la ligne U, elle était sur quelle ligne? Elle était ligne F ou elle était ligne G? Je pense qu'elle était les sur les deux. Mais en fait, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que Ah, c'était une ligne un peu à part qui était c'est sur les une deux réseaux. partie, c'était qui était à cheval sur les deux réseaux. D'accord, ok. Donc il y avait aussi la N évidemment. Donc évidemment aussi depuis 2001 il y a la H à Paris Gare du Nord et qui a aussi donc donné le RER A. Ensuite on a la ligne J donc version 2001 à Paris Gare de l'Est qui devient la P.
aussi. Ouais, d'accord, ouais. Et la K à Paris-Gare de Lyon en 2001 qui devient la R. Parce que du coup, ça a sauté à Paris-Gare de Lyon. Donc, c'est pour ça, il y a juste des nominations comme ça. Oui, c'était juste Donc, plus une opération marketing plutôt que mm, réellement un changement technique. exactement. Alors là, je vais faire 2 minutes sur justement les exploitants de toutes les lignes, incluant les lignes de RER parce que voilà. Donc les RER A et B, c'est SNCF et RATP. Le RER C, D et E, SNCF. Les Transiliens H, J, K, L, N, P, U et R, c'est encore la SNCF également. Bah, en fait, Le pour résumer, T11 Express, là peut-être vous le savez pas, mais c'est c'est Transkéo. Transkéo, Alors ça, je sais pas. qui est une filiale de la SNCF rattachée à Keolis, Ah oui, ça doit être sans doute pour ça. Et ensuite le T4 SNCF. qui est filiale SNCF, exactement. Donc là, j'ai fait un petit tableau. Donc là, c'est justement l'axe que les lignes utilisent, enfin les réseaux. Par exemple, pour la H, c'est le réseau nord-ouest. Ensuite, pour la J, c'est le Paris Saint-Lazare nord. Pour la K, c'est le réseau nord-est. Pour la L, c'est Saint-Lazare sud. Pour la N, évidemment, c'est enfin tout ce qui est Montparnasse. La P, c'est réseau est. La ligne R, c'est réseau Paris-Lyon. La U, c'est tangentiel. Alors ça, j'ai pas trop compris ce que En c'était. fait, la tangentielle, alors, tangentielle, c'est, je pense que tu connais, on va dire, le mot tangente, qui est une ligne Oui, qui oui. touche qui touche une ligne. En fait, c'est un peu ça, c'est elle couvre plusieurs réseaux en même temps, en fait. C'est une ligne un peu spécifique dans le sens où elle a été créée au cours des années 70, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, son but, c'était de permettre à toutes les personnes étant sur le réseau de rive gauche de pouvoir passer sur la rive droite avec le développement de la défense. Ah oui. C'est comme le Ok. T11. Le T11, c'est une tangentielle. Oui, bah oui, justement, Voilà, c'est la tangentielle nord. Exactement. voilà. Et La T13 aussi. T11, c'était son nom de projet, c'était Tangentiel Nord. Exactement. Et le T13, je crois que c'est tangentielle ouest. Il me semble. Exactement. Et T12, Tangentiel Sud. Et donc, pour terminer cette partie histoire en vitesse, c'est justement quel matériel a été utilisé. Donc, c'est depuis 1991, bah, c'est les RIB qui ont donc qui sont toujours, enfin, qui ne sont plus du coup utilisés. Les VB2N sont encore utilisés. Erreur. Les RIB sont toujours utilisés sur un seul réseau, sur le réseau Paris-Est avec des locomotives diesel. Ah, Principalement ça, je sur savais pas. la Ferté-Milon. La Ferté-Milon. Ou si elles y sont plus, c'est vraiment très récent leur retrait. Mais il me semble que Ça, ça ça Bah, s'est parce arrêté, qu'il y a Il y en les a encore AGC. quelques-unes. Il y en a encore quelques-unes, mais en fait, les AGC sont pas encore suffisants pour couvrir tous les Totalement les besoins. remplacer. Voilà, Ouais, exactement. ouais. En fait, ce sera le cas dans quelques années. Hein, ça va arriver très vite lorsque l'électrification du côté de Provins sera mise en place. Côté Provins, ils vont avoir du francilien et donc les RIB disparaîtront étant donné que toutes les AGC seront dédiées à la Ferté-Milon. Ok. Donc, il y a aussi évidemment les VB2N. Donc, pour notamment, ils sont encore utilisés sur le réseau Montparnasse, enfin, Réseau un petit Montparnasse peu, et Saint-Lazare, et Saint-Lazare, ouais, mais qui sont en voie de disparition. Car qui sont remplacés on a par les déjà Récolis et tout. Mais, en fait, on a surtout l'année de disparition qui devrait être 2025 lors de l'ouverture du RER E jusqu'à Mantes-la-Jolie. Parce que c'est sur cette branche-là qu'elles vont rester, on va dire, le plus tard. Parce que du côté de Montparnasse, elles vont disparaître assez rapidement avec l'arrivée des Régios de Zen, alors que du côté de Saint-Lazare, c'est full transilien. Francilien. Je me mélange aussi. C'est pas. Mais voilà, ça va être full transilien et du fait que. Francilien. Francilien. Ah, mais je vais y arriver. Je vous le dis que je vais y arriver. Nat, c'est full vite. Ouais, voilà, ça va être des nattes, ça va être full natte. Et en fait, ils vont pas mettre des nattes sur la branche Mantes-la-Jolie via Poissy parce que il y a les RERNG du RERE qui vont arriver dès 2025. D'accord. Donc, du coup, c'est la fin de notre partie histoire sur les trains de banlieue. Et je laisse donc la parole à Romain. Et oui, donc Romain va nous parler, lui, des difficultés d'exploitation des lignes de banlieue.
Eh oui, je vais vous parler de ça, parce que vous avez sûrement dû, à un moment ou à un autre, quand vous avez pris les transports parisiens, peut-être un peu pester contre la SNCF, la RATP. Vous dites, bon, il y a des problèmes, on se demande pourquoi des fois. Ben, je vais vous expliquer que ces lignes elles sont plus ou moins difficiles à exploiter. Mon petit spoiler, les RER, c'est vraiment une vraie galère, hein. Donc, je vais commencer, pour chaque mode de transport, je vais parler essentiellement du métro, du Transilien et du RER. Ce sont les moyens de transport les plus importants. Bon, le bus et le tram, c'est un petit peu à part. Les trams-trains aussi, je mets ça de côté. Donc, je vais vous parler en gros de deux thèmes. Ça sera l'infrastructure, donc les difficultés d'exploitation sur l'infrastructure et sur les trains. Donc, je vais parler en premier temps du métro, qui est entre guillemets, entre gros guillemets, le moyen de transport lourd en Île-de-France le plus facile à exploiter, hein, je dis entre gros guillemets. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, c'est un milieu clos, c'est-à-dire que c'est des tunnels et chaque ligne a son tunnel. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un incident sur la ligne 2, la ligne 3 ou la ligne 4, eh ben, la ligne 5, la ligne 6 et la ligne 7, eh ben, elle continue à tourner. Ça, c'est Mais pratique. je crois que il me semble que c'est un choix qui a été pris dès le départ par C'est Fulgence un choix qui a été Bienvenue. pris dès le départ. Ouais. Et Ouais. par Fulgence Bienvenue, parce qu'au départ, il y avait des projets d'avoir des lignes, des sections communes sur les lignes, notamment par exemple ligne 8, ligne 9, entre République et les grands boulevards, en gros. Sauf que le Ouais, sur le problème, Grand c'est. Boulevard. Ouais. Ouais, voilà, vers les grands boulevards. Sauf que bah, ils ont appris de ce qui se faisait à Londres, étant donné que du côté de Londres, les lignes les plus anciennes se chevauchent les unes sur les autres, c'est-à-dire la Metropolitan, la Circle, la District et la Hammersmith and City. Sauf que le problème, c'est que du fait que tu as toutes les lignes qui rentrent en, on va dire, en compétition entre gros guillemets les unes aux autres, bah, il suffit qu'il y en ait une qui a un problème pour que ça Ça prend entraîne du problème sur l'intégralité du réseau, on va dire de On y, quasi on y surface. reviendra. Ah bah. On y reviendra avec l'histoire des RER, ça, parce que tu Ok, spoilais un ok. peu. Ah bah d'accord. Ok. Voilà. Mais c'est pour Ouais, ça que en c'est Paris, connu de tout le voilà. monde. Non, vraiment, c'est connu de tout le monde. Mais bon, j'y reparlerai après. Ok. Deuxième exploitation, deuxième comment dire, qualité d'une exploitation assez simplifiée, c'est les lignes automatiques. Donc pour l'instant, il y en a que deux, bientôt une troisième. Je parle la 1 et la 14 en intégralité, et bientôt la 4. Euh, Pourquoi ça facilite l'exploitation? S'il n'y a pas de conducteur, il y a très peu d'incidents, parce que c'est des lignes qui sont extrêmement fiables. Euh, En cas de grève également, ben et là, il y a aucun problème, normalement. Bah, il y a surtout un élément qui fait que ces lignes sont super fiables, c'est que il ne peut pas y avoir Il y de a aussi pénétration il peut des pas y avoir de usagers. pénétration. C'est un milieu clos dans le milieu clos, donc c'est encore, niveau sécuritaire et puis c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Quasiment pas d'incidents voyageurs et oui, ces lignes sont quand même plutôt fiables et c'est tant mieux. Très Et fiable. puis Elle les dépasse. seuls accidents qu'il peut y avoir, c'est les portes palières, justement. Ça peut que être ça, le seul accident que je pourrais voir sur ces Et lignes-là. encore, et encore, les portes palières sont faites exprès pour, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en plus, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à ce qui est demandé par Île-de-France Mobilité pour les lignes 1 et 14, c'est qu'elle dépasse, la ligne 1 dépasse régulièrement les 100%. Et la 14 aussi, ça lui est déjà arrivé. C'est qu'en fait, Île-de-France Mobilité commande un certain nombre de rames chaque jour, et en fait, il s'avère qu'il y a plus de circulation que ce qui est demandé. Donc et ce sont les seules lignes qui arrivent à faire ça aujourd'hui. Voilà, bientôt la Grâce à 4 leur, normalement. grâce à leur flexibilité de... Flexibilité immense là, tu peux Oui, par exemple, bah, ils expliquaient, par exemple, j'avais vu un reportage sur le PCC de la ligne 14, le tout nouveau, et en fait, ils expliquaient encore une fois toutes ces histoires d'automatique, mais tout simplement, par exemple, ils savent qu'il y a un concert à Bercy, ils savent, on va dire, ils vont ils peuvent mettre des observer, trains, ouais. voilà, ils vont observer, ils vont mettre des trains en arrière-gare d'Olympiade, ils vont observer l'arrivée des voyageurs, et dès lors qu'il commence à y avoir pas mal de voyageurs qui arrivent, là, ils envoient tout le paquet, et ils peuvent passer pendant 20 minutes à la fréquence max sur une section donnée, exprès pour évacuer le flux voyageurs, s'ils peuvent anticiper ce genre de choses. Ou par exemple, bah, là, ça se prête bien pour la ligne 1, par exemple, bah, le RER A est coupé de Nation à Aubert, par exemple. Donc ça veut dire que bah, tout le monde va vouloir emprunter la ligne 1, qui est parallèle au RER A sur une bonne partie de son trajet.
Et donc, Tout le, à ce moment-là, tout ils vont le- pouvoir augmenter la fréquence en disant, bah oui, tiens, là on a des trains qui dorment, on va les envoyer. C'est vrai que c'est c'est ça. super intéressant. Ça facilite beaucoup l'exploitation. Oui, Exactement. c'est bien beau. Parce qu'il n'y a pas Il y a la contrainte l'exploitation conducteur. simplifiée. Ouais. Parce Il qu'il n'y n'y a a pas pas la la contrainte contrainte conducteur. conducteur. C'est ça. Il y a juste la contrainte machine. Mais la machine, entre guillemets, tu peux la placer où tu veux. Tu peux la faire patienter, contrairement à un conducteur. Tu vas pas dire à un conducteur, bah tu vas rester 3 jours dans ton métro à attendre s'il y a besoin de toi. C'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on parle de ça, c'est bien beau, mais bon, il y a des côtés un petit peu aussi, un petit peu moins simples. Je parle par exemple pour la ligne 13. Vous n'êtes pas sans savoir que la ligne 13, ça a 2 branches au nord. Ça facilite pas du tout l'exploitation parce qu'il faut mettre 2 fois plus de trains. Ouais. Et sur les branches, il y a moins de trains, il y a 2 fois moins de trains que sur le tronçon Ne central. m'en parle Donc pas. ça, tout le monde l'aime la ligne 13, hein. Ouais, Bon, bref. vachement. Et encore, ça... maintenant il y a la 14 qui la croise. Et puis, Heureusement. ça, et puis Heureusement. c'est la 5e, hein, je rappelle, la 5e de Kissy Voyageur en A13, hein. Eh oui, oui, c'est déjà, en plus, c'est la 5e ligne voyageur, mais ils ont, d'un autre côté, il y a les mêmes problématiques du côté de la 7. On en La parle 7 beaucoup aussi, voilà, moins, je cherchais. alors que c'est aussi un enfer. Quand on entend parler des les voyageurs de cette ligne, c'est tout aussi un enfer, et ça pourrait être la future ligne 13, parce que on ne sait pas encore trop si la décharge de la 14 va vraiment bien se faire ou pas sur la 13. Moi, ce que j'observe, moi, personnellement, étant donné que j'emprunte régulièrement ces sections-là, c'est que ça se décharge à partir sur la section au sud du croisement avec la 14, donc au-dessus de Mairie de Saint-Ouen et Porte de Clichy. Sauf que le problème, c'est que ça réattire des personnes sur les sections avant. Et donc, ça a décalé la surcharge voyageur. Par exemple, sur la 13 Nord, sur la 13 Nord-Ouest, sur la branche 92, donc Asnières-Gennevilliers. Chaumière. Voilà, branche Asnières-Gennevilliers. Ça a décalé le flux voyageur. Maintenant, c'est surtout bien blindé entre Porte de Clichy et Mairie de Clichy. Étant donné que il y a tous les voyageurs qui Je te laisse s'agglutinent expliquer parce que parce qu'en je fait, vois pas du tout, je avant, connais pas. Donc. en fait, pour expliquer un peu la situation, tu avais quand même un bon nombre de voyageurs qui décalaient vers le RERC et la Transilien J, la branche Hermont-Beaune du Transilien J, parce que la 13 était beaucoup trop chargée. Et niveau timing, c'était kiff-kiff malgré la correspondance qu'il fallait faire à Saint-Lazare, où le RERC était encore plus contraignant même en plus. Sauf que grâce à cette correspondance ligne 14, au fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des temps de trajet qui sont diminués via la ligne 13, avec des charges assez rapides vers la ligne 14. Donc tout le monde se dit, bah, je gagne du temps, et en plus, la ligne 13 n'est pas... On va dire, je vais devoir moins la supporter, donc vas-y, c'est bon, je peux y aller. Et en fait, c'est un peu un piège. C'est que cette façon de penser risque de vraiment surcharger les parties nord des prolongements de la ligne 14. Mais voilà, après, ça, c'est mon observation. Ça reste une mentalité à changer. Après, il faut habituer les gens à se dire, ben voilà, profiter de cette nouvelle ligne, éviter En de prendre fait, la c'est que les 13. gens profitent. Ben non, mais en fait, c'est que les gens Et, veulent ouais. profiter de cette ligne. Sauf que, au lieu du projet initial de la 14 qui était censé reprendre la branche Asnières-Gennevilliers de la 13, au final, ils ont voulu faire un mix pour pouvoir aller rejoindre le nouveau pôle du Grand Paris Express situé à Pleyel. Sauf que c'est un gros piège parce que oui, ça permet d'en faire une colonne vertébrale du réseau. Sauf que le souci, c'est que au final, il n'y a aucune des deux lignes qui vraiment, des deux branches de la 13 qui gagnent réellement. Ceux qui habitent, on va dire, au niveau des stations de la ligne 14, c'est banco pour eux, mais ceux qui habitent au nord de ces branches, ça le fait pas. C'est moins banco. Et moi, personnellement, après, c'est mon point de vue par rapport à la 13, c'est que oui, il y a des énormes difficultés d'exploitation avec ces deux branches, parce qu'en théorie, c'est un train sur deux sur chaque branche. Sauf que le souci, c'est qu'on peut se retrouver par moment à avoir 2 trains d'affilée pour une même branche. Ça arrive. Et résultat, on se retrouve avec le train suivant pour la branche qui n'a pas été desservie depuis 2 métros, qui se retrouve Il est bondé, quoi. bondé, complètement bondé. Et je pense que ça va être indispensable de penser un jour débrancher une des deux Je branches de la pense, 13.
Ça serait la meilleure solution. Il y a soit ça, soit j'ai pensé il y a une deuxième solution aussi qui pourrait être envisageable et qui serait liée à l'automatisation de la ligne. Il faudrait que la ligne soit automatisée pour pouvoir se permettre de faire ça. Ce serait des retournements, des points de retournement, on va dire, des navettes uniquement sur les branches nord. C'est-à-dire pour ramener au nord de la ligne 14 une fréquence de métro classique. Mais là, on rentre dans des difficultés bien plus énormes. Et puis on s'éloigne un voilà. peu du sujet initial. Exactement. Aussi. Voilà. Je dis vague, mais c'est très intéressant de creuser ce genre de sujet. Ça reste quand même un petit peu dans l'esprit du truc, parce qu'on parle de saturation. Ben, il y a ça aussi, il y a le matériel roulant qui complique un peu la tâche, puisque vous n'êtes pas sans savoir que sur certaines lignes, la 7, la 8, la 13 évidemment, la 10 aussi, et la 11. La 10, 11, bien évidemment. La 11, mais c'est déjà, les rames sont déjà commandées, elles vont être livrées très prochainement. C'est un matériel roulant qui commence à être bien vieillissant. Les MF77, ceux qui sont sur la 7, la 8 et la 13, ils ont 40 ans. Hein, donc, et c'est encore pire sur la 10 et la 12. C'est des rames qui datent des années 60. C'est des rames qui datent des années 60. 70, ouais, début 70, c'était des MF67. Donc, ouais, c'est ça, ils sont arrivés début 70, donc 10 ans avant les MF67. Ils ont 50 ans. Ils vont avoir 50 ans. Ils ont 50 ans, ces rames. Non, 40. Attends. Non, début des années 80, donc 80. Ah non, 70, donc 50 ans, oui, c'est ça. 50 ans. Ouais, ça fait beaucoup quand même, hein, niveau usure et tout. C'est énorme, sachant que les nouvelles rames n'arriveront pas avant 2023-2024. Minimum, et on pense plus à 2025. Donc là, de toute façon, moi je dis avec le Covid, ça prend tout du retard, mais dans tous les projets qu'ils veulent développer, que ce soit la SNCF ou la RATP, hein, je trouve bien les deux, ça a que du retard. C'est le gros problème, c'est le gros risque. A priori, ce serait le MF20 qui s'appellerait. On ne sait pas encore trop si ce sera MF20 ou MF21, étant donné. C'est pas MF19 ou MF19. Ah, t'as peut-être raison, c'est peut-être MF19. Je sais plus exactement. Bon, en tout cas, c'est une de ces deux rames-là qui va faire leur apparition, et donc il va falloir. Mais il y a un truc que j'ai oublié de préciser pour la ligne 13 quand même, c'est quand même la 5e ligne la plus dense du monde. J'ai bien dit dense. Et pas. C'est-à-dire par rapport à la place donnée aux voyageurs dans les wagons, en fonction de la fréquentation. C'est quand même la 5e et la première au niveau européen. Donc c'est quand même un truc monstrueux. Donc on va continuer. On va parler des trains maintenant, parce que j'ai parlé de l'infrastructure pour le métro. On va parler des trains. On va parler aussi d'espacement, oui, parce que ça c'est quelque chose d'élémentaire à la sécurité ferroviaire. L'espacement entre deux trains, ça complique un peu quand même l'exploitation. Alors avec les lignes automatiques, c'est bien, parce qu'on peut réduire très fortement cet espacement. Mais pour les lignes traditionnelles, c'est plus compliqué. Il faut des espacements un petit peu plus longs. Ça complique l'exploitation, parce qu'on aimerait mettre plus de trains pour faire voyager plus de personnes. On ne peut pas, c'est bien le problème. Et puis automatiser les lignes, comme on voit sur la 14 ou sur la 1, ça se fait pas d'un claquement de doigts. La 14. Surtout, l'avantage. La ligne 4 la ligne 4 a commencé à être automatisée en 2016, donc oui, ça fait quand même 5 ans, c'est long. Et puis surtout les coûts aussi. Il y a aussi les coûts. Les coûts, ça coûte vraiment un peu monstrueux. Il me semble qu'on est. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que pour transformer une ligne, je crois qu'on est aux alentours. On est quasiment au milliard. On est quasiment au milliard d'euros. Oh, je pense qu'on doit pas être bien loin. C'est vrai que c'est pas donné, quoi. J'ai entendu des coûts, des chiffres qui allaient de 750 millions à 1 milliard. Oui, c'est énorme. Adapter l'infrastructure, en général, il faut acheter des nouveaux trains, parce que il y a des trains automatiques. Voilà. Ou adapter des trains arrivant d'une autre ligne. Aussi, oui. Ce qui va se faire pour la ligne 6. Donc ça, voilà, ça coûte encore. En fait, la ligne 6 va récupérer les matériels de la ligne 4, et la ligne 4 va récupérer le matériel de la ligne 14, sur laquelle ils vont rajouter des MP14. Je vous invite à aller voir la vidéo de Urban Traveler. Il explique bien tout ce bordel là. Ouais, exactement. Vous l'avez déjà vu. Lui, il explique. Il fera beaucoup mieux que nous. Donc voilà, j'ai parlé du métro. On va continuer. On va parler des Transiliens maintenant. Les Transiliens, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est pas en milieu clos, tout simplement. C'est-à-dire que ça utilise les mêmes voies que les RER, les mêmes voies que les TGV, que les TER,
que les intercités, tout ça, tout ça. Donc, ce qui implique que quand il y a un incident, eh ben, ça bloque tout. Et c'est un peu le problème. Un incident électrique, ben, tout le monde est coupé. Un accident de personne, tout le monde est coupé aussi. C'est un petit peu le problème du Transilien, mais ça n'a rien à voir avec les difficultés d'exploitation du RER, en tout cas des RER, puisque là, ben, comme le Transilien, ben, c'est un milieu qui n'est pas clos, c'est pas dans un petit tunnel, Enfin, qu'il l'est euh, beaucoup moins en tout cas. qu'il l'est beaucoup moins. Sur les branches, pas en section parisienne en tout cas, dans les banlieues, mais même dans les sections Tout dépend des parisiennes, lignes. Tout dépend des lignes. Tout ça dépend dépend des réellement des lignes. lignes. Mais même dans les sections parisiennes, ça bloque. Ouais, vous allez me dire tout de suite le tunnel Châtelet-Gare du Nord pour les RER B et le RER D. Bon, bah là, oui. Je pensais C'est aussi la à la référence par section commune. excellence. Je pensais aussi à la section centrale du RER. Aussi, Ouais. oui. Mm. Ou même le Qui, RERC, qui est parfois, en heure de pointe, elle est saturée. Hein. C'est vraiment, ils peuvent pas mettre plus de trains. Ouais. Alors, ils pourraient, mais ne le font pas parce qu'en fait, ils se sont aperçus que ça fonctionnait mieux en ayant 2 minutes 30 d'intervalle sur le RER A plutôt que de diminuer à 2 minutes. Ça fonctionne mieux. Et du fait, en fait, ils ont pu se permettre de rééloigner, entre guillemets, un petit peu les trains grâce au passage à 100% de double étage. Oui, Ce ça qui aussi. n'était pas le Ouais, c'est cas pour ça. quand il restait encore des Mm. MI 79 ou des Ouais. rames encore des plus MS, anciennes. des MS MS, 61. MS 61, oui, c'est rare. Mm. Donc voilà, c'est peut-être le plus gros problème de l'exploitation des RER. Pour RER A, C et BD. Le RER E, un petit peu moins parce qu'il est plus jeune. Et puis le tronc commun, bah, il n'y en a pas. Les tronçons Pas centraux, encore. Il y en a un, mais il est beaucoup il y en a un, mais moins c'est pas problématique. pareil. Pose Oui, beaucoup moins de c'est ça. soucis. C'est le problème, c'est que. Et c'est en rapport aussi avec ce que je vais parler après, c'est les branches du RER. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelque part, eh ben, fatalement, ça va se répercuter C'est en exactement ça l'ensemble de pour la le ligne. RERC. Mm. Je dis ça entre autres pour les RERC. Par exemple, vous avez un incident à Pontoise, ben, ça se ressent à Brétigny, ça se ressent à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Dourdan. C'est le problème. Mm. Oui, c'est vraiment les gros Ouais, problèmes. Avec ça cette peut, ouais. problématique, encore Bon, une fois, peut-être pas. de mettre Même plus de si, trains. bon, Pontoise n'est pas trop relié avec les branches Bretigny et tout ça, mais le problème que ça peut apporter, c'est le train venant de Pontoise va être en retard, et donc il va Ça. falloir l'insérer à un moment ou à un autre dans la circulation parmi les autres trains des autres branches. Sauf que le problème, il doit prendre la place d'un train qui En lui heure de était à pointe. l'heure, mais qui En va heure se creuse. retrouver en retard. En heure Voilà, creuse, exactement. en heure creuse, ça pourrait poser un petit peu moins de problèmes. En heure de pointe, là, c'est catastrophique. Exactement, On voilà. parle du RRC, mais RERB, RERD, c'est exactement. Je crois que c'est Bon, encore après, pire. l'avantage C'est du même encore pire RERC, à cause du tunnel commun. Ouais, c'est encore pire. Mais déjà, Bon, le après, RERC, il y l'avantage, a déjà un projet qui va permettre déjà d'un petit ouais, peu mais puis le simplifier la ligne. RERC, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur cette ligne. J'ai l'impression En que fait, surtout cette elle fois. manque. En fait, le problème du RERC, c'est qu'elle manque un petit peu d'attractivité, notamment sur la section centrale Mm. qui coule le long de la Seine par rapport au fait Ouais, de bon, sa après, lenteur. En c'est fait, vrai son gros que, souci, c'est sa lenteur. Par c'est exemple, très long, hein. un usager qui arrive de la branche pontoise aujourd'hui a plus vite fait de sortir du RERC à Saint-Ouen, de récupérer la ligne 14, d'aller filer jusqu'à Bibliothèque François Mitterrand et de Ouais, et puis de reprendre récupérer la RERC derrière. et de reprendre un RERC par la suite. Il Ah a ouais. beaucoup plus de chances de gagner du temps en faisant ça à cause de la lenteur du RERC dans Paris. Je me rappelle très bien qu'en partant de Gennevilliers, j'ai déjà fait cet itinéraire pour aller jusqu'au Champ de Mars, donc c'est-à-dire on est au tout début seulement de la section qui coule le long de la Seine en plus. ah oui, ouais. Il faut 45 minutes. Ouais, c'est énorme. Alors Énorme. qu'à vol d'oiseau, il y a, et même sur la ligne, il doit y avoir 10 km. Le problème 10 km. sur le RERC, c'est que l'infrastructure est Même s'il y souvent a eu du très mieux quand ancienne. même par rapport à l'infrastructure. Il Ça y a du commence un mieux. peu. Il y a du mieux. Et surtout, Il y a quand- unification de la ligne qui va intervenir avec la fin des missions Versailles-Versailles, grâce à C'est, la transformation de la branche en T12. Et c'est le Xav du montage qui vous parle actuellement pour vous indiquer que le fichier a été corrompu. Malheureusement, nous ne pouvons pas retourner cette séquence du Ferrovicas, donc je vais vous expliquer très rapidement ce qui s'est dit durant l'interruption. Donc, on a parlé aussi des touristes qui pourraient se paumer à cause de ces fameuses missions Versailles-Chantier, Versailles-Château, qui faisaient en fait le tour de la région. Ensuite, on a abordé le sujet des Transiliens
par rapport au fait qu'une de leurs difficultés majeures venait du fait que que les gares terminus posent souci dans le sens où il peut y avoir moins de fréquences que sur des lignes, on va dire, continues comme les RER. Et ensuite, nous avons abordé un sujet assez intéressant qui tourne autour du RER F, étant donné qu'on est parti du constat que la gare Montparnasse n'accueillait pas de RER, était la seule, en tout cas en Île-de-France, qui n'en accueillait pas parmi les grandes gares parisiennes. Et donc, on a commencé à expliciter ce projet qui, si un jour venait à être fait, relierait la branche J au nord de Saint-Lazare qui irait vers Hermont et potentiellement soit une branche de la ligne N déjà existante, soit une toute nouvelle ligne au sud de la gare Montparnasse. Et c'est là que nous nous étions arrêtés au moment où on s'est aperçu du problème. Et donc on se retrouve tout de suite avec la suite du Ferrovicast. Bonne écoute. Donc, excusez-nous, nous avons eu un petit bug de notre logiciel d'enregistrement. On était en train de parler du RER F. Donc, ce fameux sujet avec potentiellement, on va dire, des branches qui reprendraient les branches de la ligne N. Mais bon, le problème, c'est qu'au final, on serait redondant par rapport au réseau Saint-Lazare et la fameuse ligne U. Donc, il y a tout des petites choses comme ça qu'il faudrait réfléchir. Et c'est surtout ce qui risque de faire en sorte que le projet n'apparaîtra pas dans les plans avant des dizaines d'années. C'est son coût qui va être exorbitant. Et de C'est toute un façon, il y a le projet Grand Paris, nécessaire. il y a le Grand Paris Express aussi, donc Voilà, ça va quand déjà il même va falloir aussi. voir, c'est l'effet du Grand Paris Express. Et puis si malgré tout il y a toujours le besoin qui se fait sentir, peut-être que ce jour-là on verra l'arrivée de cette ligne-là. Mais pour le moment, moi je suis assez dubitatif. Moi aussi. Et donc il est l'heure de conclure cet épisode avec un dernier petit sujet. C'est le RER B. Voilà, c'est la ligne la pire des lignes d'Île-de-France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la lumière au bout du tunnel ? Bon, donc vous n'êtes pas sans ignorer que la ligne du RER B est la deuxième ligne la plus chargée d'Europe avec ses 1 million de voyageurs par jour. On va dire avant Covid, bien évidemment, mais ce qui est énorme, sachant que cette ligne présente déjà un nombre de difficultés d'exploitation qui sont énormes et qui sont héritées en fait des branches qui ont été rattachées au RER B lors de sa création. Tout d'abord, déjà, il faut savoir que le RER B, c'est la fusion de deux lignes qui existaient auparavant. La ligne de Sceaux qui était avant ça terminus d'Enfer-Rochereau et de la ligne Roissy-Rail qui avait été ouverte à l'occasion de l'ouverture de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Sauf que aujourd'hui, pour traverser Paris, il se retrouve entre Châtelet-Les Halles et Paris-Nord à avoir un tunnel commun avec la ligne D du RER. Déjà, ça c'est une première difficulté, partager une même infrastructure avec une autre ligne de mass transit, de fort mass transit, parce que le RERD n'est ni plus ni moins que la troisième ligne la plus chargée d'Île-de-France. Donc, forcément, ça pose gros soucis. De plus, les rames, ce sont des rames des MI79 ou des MI84, donc qui ont déjà quasiment 40 ans pour les plus anciennes, et qui sont en plus à simple étage, qui pour transporter 1 million de voyageurs par jour, c'est archi compliqué, parce qu'on manque clairement de place pour pouvoir placer tous ces voyageurs. Et en plus avec des rames qui vont tomber régulièrement en panne. De plus, le parcours est quand même assez difficile au sud de Paris, parce que c'est, on va dire, la résultante de l'ancienne ligne de Sceaux, qui était une ligne avec de fortes courbes. Il faut savoir, par exemple, qu'à d'Enfer-Rochereau, la gare était en courbe, et une courbe extrêmement serrée. Elle était en rond même. Elle était en rond, ouais, c'était une gare en rond. Circulaire. C'était une circulaire. Quasi le circulaire. but était... En fait, le train ne faisait même pas demi-tour à cette gare-là. En fait, elle arrivait à quai, elle reprenait des voyageurs, elle repartait dans l'autre sens, en fait. Mais sauf que... Et ce qui veut dire que les voitures étaient adaptées à cette mise en place. Il me semble que les voitures étaient vachement plus modulaires que ce qu'on connaissait sur le reste du réseau. Mais le souci de ça, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un profil assez difficile du côté de cette ligne de Sceaux. Donc forcément, qui vont demander plus de pêche au matériel qui est déjà vachement ancien. Et de plus, nous avons deux opérateurs différents.
qui est lié au fait aux 2 sections qui ont été récupérées, qui ont été fusionnées pour faire ce RER B. Au sud, c'est la ligne de Sceaux exploitée par la RATP, et au nord, nous avons la SNCF qui exploitait originellement le Roissy-Rail. Et donc, Ça aussi, à Gare du pour Nord, c'est un l'exploitation, point c'est de jonction. compliqué. Voilà, c'est compliqué. Sachant que nous avons 2 poules de conducteurs, on va dire 2 compagnies, mais avec un pool de conducteurs unique. C'est ce qui fait sa grosse différence par rapport au RER A, c'est qu'il y a 15-20 ans en arrière, ils ont réussi, et enfin le STIF à l'époque a réussi à obtenir le fait de ne plus avoir de relève de conducteurs à Paris-Gare du Nord, ce qui était une grande avancée, mais ce qui fait que ça complique un petit peu les choses, parce que il y a 2 langages différents. C'est-à-dire la SNCF et la RATP, c'est 2 typologies on va dire, c'est 2 exploitations qui sont différentes. C'est de plus, côté SNCF, on va plutôt trouver des conducteurs jeunes en début de carrière, étant donné que le RER est plus souvent associé au début de carrière à la SNCF, alors que du côté de la RATP, c'est tout l'inverse en fait. Le RER, c'est la fin de carrière. Donc en plus, il y a aussi ce petit choc générationnel. Et c'est On va pour dire, ça j'ai qu'ils se déjà haïssent parlé, autant. voilà, ils s'aiment pas. Et j'ai eu la confirmation parce que je connais une personne, j'ai déjà discuté avec une personne, un conducteur du RER, B. avec le RER, voilà, avec le B, RER oui. B. Non, avec le RER A, il était sur le RER A à l'époque. Et en fait, il lui expliquait que lors de la relève à Nanterre-Préfecture, on va dire c'est bonjour, au revoir, quoi. Et puis une fois qu'ils avaient pris le train, c'est putain, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé encore avec le matériel? C'était un peu ça. Hein. Ils s'apprécient pas du tout. Parce que c'est 2 sociétés qui ont un esprit complètement différent alors qu'ils ont le même métier. Et c'est quand même, et ça apporte une difficulté supplémentaire. De plus, il y a eu déjà de nombreux dysfonctionnements. Notamment, on va parler de l'affaissement de la voie qui a eu lieu entre Saint-Rémy-et-Chevreuse et Courcelles-sur-Yvette en 2018, le 12 juin 2018 pour être exact. 2 ans après, déraillement d'un RER à d'Enfer-Rochereau, le 24 juin 2020, et beaucoup plus récemment, début février 2021, donc le 4 février pour être très exact, 6 ruptures de caténaire suite à un passage d'une rame avariée, qui ont mis la pagaille pendant plus de 24 heures sur la ligne. C'est énorme. Et puis, sans compter les pannes récurrentes du matériel, parce que matériel qui a 40 piges, qui n'a pas été forcément très bien entretenu, forcément, ça pose Il problème. arrive en bout de course. Hein. Il arrive en bout de course aussi. Il, Hein. Ça commence à être... il arrive en bout de course, il n'a pas été entretenu comme il aurait dû l'être à certaines périodes. Forcément, aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Et de plus, on a des solutions qui vont arriver. Mais le problème, c'est que même ces solutions ont des soucis. Notamment là, le Alstom, qui essaye par tous les moyens de faire capoter le projet MING, qui a pour but d'apporter des nouveaux matériels pour ce fameux RER B, qui serait un matériel mixte, un étage, double étage, que c'est ce qui s'était laissé sous-entendre, mais on n'a pas eu plus de nouvelles que ça. Mais le problème, c'est que avec Alstom qui fait capoter, ces rames-là, au lieu d'être déjà en production, là aujourd'hui c'est bloqué. Du fait qu'Alstom a racheté Bombardier Transport et que ça leur plaît pas parce que eux-mêmes avaient mis à l'époque une offre qui n'avait pas été retenue, ils veulent faire capoter pour remettre en avant leur solution, évincer en même temps CAF parce que ça leur plaît pas de travailler avec cette boîte-là, et en même temps imposer entre guillemets un matériel plus cher pour pouvoir se faire plus d'argent. Donc il y a des histoires de gros sous, mais qui au final n'arrangent ni Île-de-France Mobilité, ni CAF, ni les voyageurs. Et donc voilà, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque. Pour l'intérêt d'une société, on se retrouve à pénaliser pendant des années. On va potentiellement se retrouver à pénaliser pendant des années des personnes qui n'ont rien demandé. De plus, il y a une Nexteo. Il y a une Nexteo qui est prévue pour équiper le RER B et le RER D. Ouais, le logiciel, ouais. Voilà, le nouveau logiciel, le E en aussi. fait, Nexteo. Le E, oui, non, mais en fait, je vais dire pourquoi. Oui, il doit équiper le RER E, mais là, il y a beaucoup moins de soucis. Mais du côté du RER D et du RER B, Nexteo pose un souci, c'est qu'il est retardé à au minimum 2027. Sachant que c'est quelque chose qui permet de réduire assez
conséquemment l'écart entre deux trains et qui pourrait permettre de redonner un peu d'air dans le tunnel commun entre le RERD et le RERB. Ouais, ça c'est le problème, ouais. Et sauf que là, avec des délais aussi importants, on se pose même la question de est-ce qu'au moment où on mettra en place Nexteo, ce ne sera pas déjà dépassé au niveau du trafic. Et dernière grosse difficulté qui pose gros souci du côté pour le RERB, c'est les travaux du Charles de Gaulle Express, qui déjà d'une impose de nombreux travaux sur le RERB, que ça soit en soirée ou le week-end, ce qui pose gros souci pour tous les usagers habitant au nord de Paris-Nord. Mais en plus, qu'est-ce qui dit que ce fameux Charles de Gaulle Express va prendre des sillons supplémentaires sur les voies de déviation, sur les fameuses voies dites directes, qui sont aujourd'hui dédiées uniquement aux trains de fret et aux trains allant vers Crépy-en-Valois et Laon. Mais là, on va y rajouter les trains du Charles de Gaulle Express, qui aura une fréquence de ce qui se dit d'1 quart d'heure. Donc, c'est-à-dire dans chaque sens, tous les quarts d'heure, il y a un train qui passe. Donc, pour pouvoir dévier le RERB en cas de souci sur les voies du RER, ça devient compliqué. De plus, suite au Charles de Gaulle Express, les voies de garage derrière l'aéroport Charles de Gaulle 2 TGV vont disparaître. Donc déjà, c'est un moyen de stocker des rames en cas de souci en moins. Et donc tout ça pose problème. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'exemple du RERA donne quand même un peu d'espoir aux usagers de cette ligne. Parce que le RERA était mis il y a 10 ans dans un état pitoyable. Faut pas se leurrer, le RERA avait des résultats catastrophiques. Et aujourd'hui, malgré le fait que c'est la ligne la plus fréquentée du monde en dehors du Japon, le RERA s'en sort plutôt bien. Il est rare d'avoir de gros soucis sur le RERA. Bon, à l'exception d'un train qui flambe, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà. C'est extérieur. Moi, je me demande qu'est-ce que vous en pensez de cette situation. Voilà. Ça peut arriver. Surtout qu'en fait, c'est un SDF qui a foutu le feu en éteignant sa clope dans un sac en plastique. Ça, c'est forcément. Oui, non, mais forcément, voilà. C'était un petit peu hors de la volonté de la SNCF. Mais voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que le RERB, il y a quand même la lumière au bout du tunnel et on se dit, ouais, même si ça va être long, on va y arriver? Ou est-ce que, au contraire, vous dites, non, le RERB, de toute façon, on n'y arrivera jamais. C'est impossible de le relever, vu toutes les difficultés qu'il y a. Les usagers de cette ligne-là sont condamnés à vivre l'enfer pour l'éternité. J'adore comment tu le dis. Mais moi, ce que je pense, c'est que le RERB, certes, il connaît beaucoup de problèmes. Au moins, ça nous apprend à ce que ça se fait pas en un clic de doigt, tu vois. Et que surtout, ça va peut-être avec leur projet, mais bon, certes, coûte quand même pas mal cher. Et puis que surtout, ça va pas durer. Ça va quand même durer pas mal d'années. Oui, il y a peut-être un peu de lumière, mais je pense qu'il faut un peu se réserver pour le moment parce que faut attendre entre ce qui se fait et ce qui se fait pas. Voilà. Déjà, en plus, quelle image de la France ça va dégager là en 2024, étant donné qu'on est maintenant sûr qu'en 2024, ce sera pas réglé, alors que le RERB dessert un site stratégique qui est le Stade de France, qui ne sera ni plus ni moins que le Stade olympique. Heureusement qu'il y aura le RERD pour relever le niveau. Ah bah ça, Heureusement. oui. Heureusement. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vous rejoins un peu, hein, quand même. Oui, je pense qu'il y a de l'espoir. La lumière, on peut l'avoir, mais oui, il va falloir, à mon avis, prendre encore son mal en patience pour pas mal de temps. Le temps que les nouvelles accords arrivent, le temps que les travaux se finissent. Je pense que oui. Il y a de la lumière, mais elle est lointaine. On va y arriver. Ok, bon. C'est vrai que, voilà. Il y aura forcément la lumière au bout du tunnel, hein, très clairement, mais quand? Elle est plutôt là, la question, en fait. Parce qu'on Parce que, peut pas se permettre. nouvelles rames, est-ce que les rames vont vraiment, on va dire, améliorer la situation de tout au tout? Non. Je suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est un mélange de tout. Il y a un gros boulot sur les rames, il n'y a pas que ça. Ouais, il y a tout. Il y a l'infrastructure, Est-ce que le nouveau tunnel du RERD potentiellement pourrait arriver? Parce qu'il y a des projets autour du RERD qui feraient qu'ils n'utiliseraient plus le tunnel actuel
entre Paris-Nord et Châtelet, mais qui permettrait de desservir en plus un quartier supplémentaire qui n'a jamais vu le RER, qui est le quartier de République. C'est un projet qui est sur la table. Mais le problème, c'est son coût pharaonique. C'est comme le RER F. Faire ceci aura un coût pharaonique pour le RER D, et en plus avec des conséquences de travaux qui devraient être monstrueuses. Parce qu'il faudra... Autant au nord de Paris-Nord, on pourrait réussir à débrancher avant Paris-Nord de manière assez simple, sans avoir des travaux trop lourds, mais pour rattraper au sud, au niveau de Gare de Lyon, étant donné qu'il devra continuer à desservir l'actuelle gare souterraine, là, ce sera autre chose. Et même pour creuser la station République, sachant Ça, que je sais pas combien... c'est une possibilité. Il y a déjà un sacré paquet de lignes de métro. En soi, il n'y a que du métro, donc c'est pas des lignes qui sont forcément très profondes. Même s'il y en a un sacré paquet, elles sont pas vraiment trop profondes, donc c'est pas le souterrain n'est pas trop chargé dans ce secteur. C'est pour ça qu'il y a un projet. Mais peut-être que le RERD continuera de desservir Châtelet via un second tunnel. C'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, il y aura toujours ce problème pour attacher à la voie existante après au tunnel existant avant Gare de Lyon. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, cet épisode du Ferrovicast touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. Voilà le nouveau format. Là, le mois prochain, nous aborderons le sujet des trains de nuit, étant donné qu'il y a la relance du train Paris-Nice qui, sauf problème, aura lieu le 16 avril prochain. Donc, on s'est dit pourquoi pas parler des trains de nuit le mois prochain. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de mars. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao! Ciao! À plus, merci d'être là.